Bonjour, ici c'est Jean-Philippe Vézina, créateur du programme de formation Mon Plan Marketing Vert. Je suis extrêmement heureux de pouvoir partager avec vous 4 leçons qui vont vous permettre de développer des relations authentiques et durables avec les clients qui s'intéressent aux produits et aux services éco-responsables. Tout ça, bien sûr, dans le but de les convaincre de passer à l'action et d'acheter vos produits ou vos services. Je ne connais pas encore votre domaine d'expertise, mais je suis certain que vous êtes passionné par ce que vous faites et que l'environnement, l'entrepreneuriat ou alors l'engagement social et sa promotion sont des enjeux importants pour vous. Si vous avez pris la peine de vous rendre sur cette page web et de vous inscrire à ma formation, c'est probablement parce que vous en sortez, mais vous voulez faire mieux. Eh bien, vous êtes à la bonne place, car les 4 formations que vous allez recevoir s'adressent à ceux et à celles qui ont fait un choix. Le choix de miser sur l'environnement et le développement durable. La formation Mon Plan Marketing Vert s'adresse aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs et à ceux et celles qui travaillent au sein d'une organisation établie et qui vendent ou ont développé une gamme de produits ou de services écologiques et qui veulent augmenter leur part de marché, à ceux et celles qui veulent se positionner et faire connaître leur engagement envers l'environnement et le développement durable, ou alors qui ont choisi d'entreprendre un virage stratégique et ainsi faire du développement durable un levier d'innovation pour leurs services ou leurs produits. Bref, il s'agit d'une formation destinée à tous ceux et celles qui sont à la recherche d'une vision plus éthique et durable du marketing. Grâce à cette formation, vous allez découvrir les erreurs essentielles à éviter avant de vous positionner en tant qu'organisation éco-responsable, les 3 catégories de consommateurs que vous devez savoir absolument rejoindre pour faire passer vos messages et finalement, comment intégrer les 5 principes fondamentaux d'une bonne campagne de marketing vert. Encore une fois, merci. Merci de vouloir poursuivre ce chemin vers la durabilité avec toute une communauté d'entrepreneurs et de professionnels. Par votre initiative, vous êtes en voie de devenir un modèle en matière d'organisation éco-responsable. C'est maintenant le temps de débuter notre première leçon. C'est parti! Bonjour tout le monde, nous allons débuter la première d'une série de 4 leçons sur les thèmes du développement durable et du marketing éco-responsable. Et voici ce que vous allez apprendre lors de vos 4 leçons. Lors de la première leçon, on va découvrir ensemble les erreurs essentielles à éviter avant de vous positionner en tant qu'organisation éco-responsable. Donc, c'est vraiment le thème de la leçon d'aujourd'hui que vous êtes en train de visionner. Lors de la leçon numéro 2, nous allons découvrir les 3 catégories de consommateurs que vous devez absolument savoir rejoindre pour faire passer vos messages. Lors de la leçon numéro 3, je vais vous présenter les 5 principes fondamentaux d'une bonne campagne de marketing vert. Et finalement, pour la 4e et dernière vidéo de formation, nous allons voir comment créer un plan marketing réaliste, authentique et inspirant que vous pourrez mettre en œuvre facilement et même avec un budget restreint. Donc, on va pouvoir commencer, mais avant d'aller plus loin, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Sachez que, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Philippe Vézina et je me considère comme un entrepreneur social. Ça a toujours été important pour moi de pouvoir intégrer dans ma vie professionnelle mon envie de changer le monde. Je veux donner un sens à mon travail et l'environnement et le mieux-être social sont vraiment les 2 causes qui me tiennent le plus à cœur. C'est pour cette raison que j'ai créé mon entreprise, Conseil Mauvaise Action. Et ça, je l'ai fait en 2008. De cette entreprise est né plusieurs projets, dont le programme que vous êtes en train de regarder en ce moment, le programme Mon Plan Marketing Vert. Il y a aussi un programme de boutique en ligne qui s'appelle Mauvaise Boutique Éco-Responsable. Je suis en train de débuter un podcast aussi et j'offre des services de consultant et de coaching pour les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs qui ont des produits éco-responsables à mettre de l'avant. Il y a aussi un projet qui s'appelle le projet Jasmine. C'est une maison que j'ai fait construire dans la municipalité de Cowansville, située dans la MRC de Brome-Missisquoi, qui est une maison écologique pour laquelle j'ai suivi les critères de la certification LEED en construction écologique. Donc, avec ce projet d'affaires, le projet de mon entreprise Conseil Mauvaise Action, j'ai toujours eu pour objectif de travailler avec les entrepreneurs, les artistes et les organismes communautaires afin de les aider à trouver des solutions innovantes aux défis auxquels ils font face. Puis,
À travers tout ça, ben, je suis aussi papa de 3 merveilleux enfants et je dois gérer ma vie familiale avec ma conjointe Brigitte qui m'accompagne dans toutes mes aventures grandes et plus difficiles. Alors, comme la plupart des entrepreneurs, je me suis lancé en affaires avec l'idée de devenir mon propre patron, d'être libre de décider de mes vacances, de déléguer des responsabilités à d'autres personnes si j'en avais envie, et de travailler moins d'heures, bref, dans le but d'obtenir plus de liberté. Malheureusement, ou alors heureusement, dépendamment du point de vue, j'ai été vite rattrapé par la réalité. Démarrer une entreprise, ce n'est pas juste difficile, je dirais que c'est même très difficile, surtout lors des premières années. La vie de travailleur autonome n'a pas été de tout repos pour moi et vraiment les dernières années n'ont pas été faciles. Côté travail, il y a eu beaucoup de tâtonnements dans mes efforts de service, dans mes offres de service à travers l'entreprise Conseil Mauvaise Action. J'ai jonglé avec plusieurs idées de services, de rôles que je pouvais jouer auprès des entrepreneurs, des artistes et des organisations communautaires. Certaines ont bien fonctionné, d'autres un peu moins. Aussi, je me suis lancé dans le projet ambitieux de construire pour ma famille et moi une des maisons les plus écologiques au Québec, qui s'appelle en fait le projet Jasmine. Je me suis beaucoup investi dans ce projet et même souvent au détriment de mes autres obligations en tant qu'entrepreneur. Ma maison, elle est aujourd'hui construite, elle est super belle, super écolo, mais elle a causé vraiment je pourrais dire, un trou béant dans mon portefeuille qui est loin d'être tout à fait recousu encore et a laissé, je dois dire, mon couple pas mal écorché dans tout ça. Donc, même à l'été 2013, je me suis même mis dans la tête que je pouvais devenir entrepreneur en construction et rénovation écologique, mais pour réaliser que ce n'était pas vraiment, je dirais, mon domaine de prédilection, ni ma véritable force. Alors, en juin dernier, je me suis retrouvé vraiment à la croisée des chemins. Mes différents projets pour changer le monde m'avaient fait vivre toutes sortes d'expériences, parfois heureuses, parfois malheureuses, mais m'avaient pas encore permis de prospérer durablement et d'atteindre le niveau de succès que vraiment je recherchais en créant mon entreprise. Donc, je me suis retrouvé fauché, puis je savais plus tellement dans quelle direction m'en aller. J'ai pensé abandonner l'idée de vivre de mes passions. J'ai pensé que je serais peut-être mieux et plus heureux avec un petit travail, un petit boulot tranquille. J'aurais plus autant de stress financier. J'aurais plus peur que mes projets échouent, de me sentir jugé par mes proches, par mes amis, par mes autres collègues. Donc, j'ai mis une banquette à vendre devant ma maison et je m'apprêtais à conformer aux attentes de mes proches et de mon conseiller financier. Mais malgré toutes les pressions extérieures que je vivais, je sentais que vraiment au plus profond de moi, que mon anxiété, mon malaise émotionnel, en fait, c'était rien d'autre qu'un signal que mon inconscient est en train de m'envoyer. Un signal qui m'indiquait que j'allais à l'encontre de mes convictions. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent perdu, quand on se sent divisé, lorsqu'on ne sait plus tellement dans quelle direction s'en aller, où on en est vraiment en tant qu'individu? Quand on doute du chemin à prendre et du sens à donner à un projet, à notre carrière, à notre vie, eh bien, on va chercher de l'aide. Et moi, j'ai décidé d'entamer une démarche personnelle de coaching. Puisque j'avais suivi une formation pour devenir coach en 2011 à l'Université Concordia, je me suis dit que je devais tester et appliquer ma propre médecine à moi-même. Donc, avec les ressources qui me restaient, j'ai décidé de m'inscrire à une série de séances avec Marc Dumaine, qui est maintenant mon coach personnel. Et franchement, je regrette aucunement ma décision. Les séances de coaching m'ont permis de mieux me connaître, de prendre conscience de plusieurs barrières qui me limitaient dans mon cheminement personnel. Je me suis rendu compte que j'avais mis de côté beaucoup de mes passions et certaines de mes valeurs de côté dans le but de me conformer à l'image que je me faisais du père idéal, du fils idéal, de l'entrepreneur respectable, etc. Alors, j'ai aussi réalisé que j'étais devenu un accro à l'adrénaline. Je ne vais pas vraiment développer sur le sujet maintenant, mais vraiment, je voudrais au moins vous présenter 5 signes qui ne trompent pas si vous souffrez du même problème. Quand on est accro à l'adrénaline, on sent toujours la pression de devoir réussir constamment. On est très souvent en retard, ce qui était le cas pour les rendez-vous, pour les projets, pour la livraison de mes services.
Puis, on a tendance à procrastiner face à nos engagements pour ensuite vraiment courir, rusher afin de les compléter à temps. Un autre signe qu'on est accro à l'adrénaline, c'est qu'on démarre plusieurs projets à la fois, mais on néglige souvent leurs conclusions. Et finalement, on espère des résultats immédiats. Et chaque fois qu'il y a des délais dans nos projets ou ce qu'on veut réussir, on se sent extrêmement frustré et extrêmement irrité. Donc, l'adrénaline, en fait, c'est une drogue naturelle qui est vraiment peu dispendieuse, mais aussi un mode de vie basé sur son utilisation, ça peut être très, très dispendieux. Ça peut saboter des relations qui comptent beaucoup pour nous, et puis ça peut même, dans certains cas, nous coûter la vie. Donc, bref, moi, j'avais besoin de changements, d'authenticité et de mode de vie plus sain et durable. Donc, j'ai pris l'engagement avec mon coach de vivre une vie conformément à mes souhaits, à ma mission de vie, en agissant toujours en accord avec mes valeurs et mes propres limites. Et j'ai résolument l'intention de donner toujours le meilleur de moi-même dans tout ce que je vais faire en restant en harmonie avec mon essence. Si je veux continuer à changer le monde, ce qui est important pour moi, je dois d'abord m'occuper de moi-même parce que pour offrir le meilleur de soi-même, il faut garder en tête que le premier cadeau qu'on peut faire vraiment aux autres, c'est son propre équilibre. Puis, je dois aussi me préoccuper de la survie de mon entreprise. Et encore mieux, je dois m'assurer qu'elle puisse croître. Je dois trouver des clients, développer des stratégies pour les garder et m'assurer qu'ils comprennent vraiment ce que je veux réaliser. Donc, en tant qu'entrepreneur, pour me sortir de mes difficultés, il y a vraiment 5 éléments que j'ai identifiés sur lesquels je devais me concentrer si je voulais être en mesure de progresser. D'abord, je dois être en mesure de prendre le temps de définir la niche de clients avec qui je veux travailler et apprendre à mieux les connaître et à mieux reconnaître leurs besoins. Je dois aussi apprendre à communiquer efficacement mes valeurs, mes engagements et mon offre de service. Je dois apprendre à maximiser mon utilisation des nouvelles technologies et des médias sociaux pour multiplier vraiment l'impact de mes campagnes de promotion et de mes actions en tant qu'entrepreneur. Puis, je dois aussi apprendre à gérer efficacement mon temps et surtout à reconnaître sa valeur. Je dois savoir déléguer efficacement certaines tâches, obtenir l'expertise nécessaire lorsque j'en ai besoin et surtout me concentrer sur ce qui va vraiment faire prospérer mon projet d'entreprise. Finalement, je dois aussi développer et cultiver ma propre motivation à voir grand, à avoir des objectifs ambitieux pour moi-même et aussi pour les clients avec lesquels je veux travailler. Bref, il n'y a pas vraiment de raccourci pour réussir, il faut y mettre du temps et de l'effort. Mais en même temps, il est possible de s'éviter certaines embûches et de répéter constamment les mêmes erreurs encore et encore. Tout ça en se fixant des objectifs qui sont clairs et qui sont réalistes, de demander de l'aide lorsqu'on a le besoin et surtout d'apprendre à vendre son entreprise et ses projets efficacement. Moi, j'ai une mission de vie qui me tient vraiment à cœur et qui m'allume. C'est celle d'accompagner le plus grand nombre de personnes afin qu'elles deviennent des catalyseurs de changement extraordinaires pour leur communauté, leur environnement, pour le monde en fait, vraiment pour le mieux-être global. Avec le nouveau programme de formation, mon plan marketing vert, que je vais lancer le 20 avril 2015 prochain, je veux aider les entrepreneurs et les professionnels qui ont fait le choix de miser sur le développement durable et qui veulent maintenant laisser leur marque et avoir du succès. Je veux aussi offrir le meilleur de moi-même à travers mes services en coaching. Je veux continuer à partager mes histoires et anecdotes avec vous, mais aussi partager les vôtres avec toute une communauté d'entrepreneurs et de professionnels. Donner le meilleur de soi-même, ça commence par savoir s'accepter pour qui on est et de mettre à profit chacune des facettes de sa personnalité, ses vulnérabilités comme ses forces. C'est en fait ce que pour moi le coaching m'a enseigné. Alors j'espère que vous allez être de l'aventure. Vous n'êtes sûrement pas la seule personne à partager mes ambitions en tant que professionnel ou entrepreneur. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez maintenant le temps de considérer cette invitation à vous former afin de maîtriser les outils marketing qui feront de vous de meilleurs entrepreneurs et professionnels éco-responsables et aussi que vous preniez le temps de partager la formation d'aujourd'hui avec vos collègues et vos amis qui pourraient en profiter. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le logo de Facebook, de LinkedIn ou de Twitter qui se trouve à la gauche de votre écran.
puis de partager la formation d'aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet de la première leçon. Je vous invite à télécharger le cahier du participant que vous avez reçu par courriel et que vous pouvez aussi télécharger directement sur la page de la vidéo de formation et à le compléter au fur et à mesure que va progresser la première leçon. Donc, leçon numéro 1, les erreurs essentielles à éviter avant de vous positionner en tant qu'organisation éco-responsable. Donc, depuis le tournant du millénaire, on observe vraiment un véritable engouement des publicitaires pour une communication sur les qualités écologiques des produits puis des services. Il y a vraiment plusieurs entreprises qui ont profité de, on pourrait dire, l'intérêt grandissant des consommateurs pour des produits puis des services verts pour lancer des campagnes promotionnelles où la couleur verte est à l'honneur, mais où souvent l'engagement pour la préservation de l'environnement est pas nécessairement évidente à identifier. Donc, ces entreprises ont vu dans le mouvement vert vraiment une occasion d'affaires, mais elles ne se sont pas nécessairement engagées dans une réflexion sérieuse afin de mesurer l'impact réel de leurs produits ou services sur l'environnement. Donc, ce que je vais vous présenter, ce sont, dans le cadre de la leçon numéro 1, les 5 principales raisons pourquoi les efforts de publicité verte ont tendance à échouer. D'abord, il y a manquer de transparence dans ces efforts de marketing vert. Faire des promesses environnementales qui ne tiennent pas compte de l'ensemble de l'impact de son produit ou de son service. Ne pas être en mesure de séduire les clients les plus écolos. Croire à tort que le vert vend alors que ce sont les produits qui font avancer les entreprises. Et finalement, ne pas arriver à trouver l'équilibre entre la mission environnementale de son organisation, de son entreprise, et ses objectifs d'affaires. Donc là, je vais passer un par un, chacune des principales raisons qui peuvent miner vos efforts pour faire la promotion de vos produits et de vos services éco-responsables. On va commencer avec la première. Ne pas être suffisamment transparent dans ses efforts de marketing vert. En fait, un des principes qu'il faut reconnaître dans tout ça, c'est pourquoi vous faites la promotion des produits verts que vous avez ou des produits ou des services verts que vous avez pour votre organisation et comment vous en faites la promotion. Il y a un concept qui est important de connaître, c'est le concept du greenwashing. Le greenwashing, c'est souvent traduit par, en français, là, parce que c'est un mot qui vient de l'anglais, par mascarade verte ou écologique, maquillage vert ou encore éco-blanchiment. En fait, en quoi ça consiste? Ça consiste à repeindre la réalité en vert, c'est-à-dire à tromper un peu les gens sur vos véritables intentions. Le greenwashing, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il induit en erreur les consommateurs à l'égard des bénéfices environnementaux d'un produit, d'un service ou des pratiques d'une entreprise. On pourrait même ajouter que le greenwashing, c'est souvent quand une entreprise investit beaucoup plus d'argent dans sa campagne marketing que dans ses actions qui visent à protéger l'environnement ou ses actions éco-responsables. Donc, l'organisme TerraChoice a développé un petit guide dans lequel il présente les 7 péchés du greenwashing à éviter afin de demeurer crédible et transparent en tant qu'organisation ou entreprise. Donc, les voici. Le premier, c'est le concept du compromis caché. Donc, c'est lorsqu'un produit est dit vert alors qu'il n'y a qu'on n'en présente qu'une seule des composantes qui est verte et qu'on ignore les autres facteurs négatifs. Exemple, parler de l'utilisation de papier recyclé au sein d'une entreprise alors que l'ensemble des procédés de fabrication de cette entreprise-là sont extrêmement polluants. Ou alors vendre un produit qui est présenté comme écologique mais qui est suremballé, donc qui utilise un trop grand nombre de ressources pour l'utilité que le consommateur va vraiment en avoir. Un autre péché du greenwashing, c'est l'absence de preuves. C'est lorsque l'argument est impossible à prouver ou à vérifier, c'est-à-dire l'argument écologique. Exemple, un produit qui se présente comme un produit non testé sur les animaux, alors que, outre le fait qu'il soit mentionné sur l'emballage, il n'y a rien qui puisse prouver que c'est le cas. Ou alors, vendre une lampe qui est moins une lampe qui est moins énergivore, mais sans avoir vraiment de certification tierce qui puisse le prouver. Il y a aussi le péché de l'imprécision. Donc, le
le propos, la présentation du produit ou du service est très large ou reste très vague. Donc, parler qu'un produit est naturel, quand en fait, les exemples comme le mercure, l'uranium, l'arsenic, ce sont tous des produits qui sont naturels, mais qui sont extrêmement toxiques. Donc, les présenter comme un produit naturel, c'est induire en erreur le consommateur. Ou alors de parler de contenu recyclé de façon plutôt large et vague, sans nécessairement préciser dans quelle proportion le contenu du produit ou du service est recyclé. On pourrait dire que ça pourrait être moins de 0,1%, puis on pourrait quand même parler de contenu recyclé. Ou alors utiliser vaguement les concepts comme écologique, respectueux de l'environnement, mais sans être précis dans son utilisation. Un autre péché, c'est le péché de la non-pertinence. On dit du produit qu'il est alors bénéfique pour l'environnement, mais sa référence serait, elle, être non pertinente. Exemple, parler qu'un produit est sans CFC. En fait, c'est non pertinent parce qu'aujourd'hui, les lois, et ça depuis plusieurs années au Canada, comme dans l'ensemble de l'Amérique du Nord puis en Europe, interdisent l'utilisation des CFC. Donc, il n'y a rien de bénéfique ou de pertinent à mentionner cet avantage écologique-là. Un autre des péchés, ce serait le péché de la fausse étiquette, c'est-à-dire utiliser un logo falsifié ou alors un logo maison pour faire croire à une vérification des vertus écologiques d'un produit. Donc, exemple, un shampoing qui serait certifié biologique, mais sans aucune certification reconnue pour le démontrer. Un autre des péchés, c'est le péché du moindre des deux mots. Donc, l'argument fourni ne fait pas contrepoids aux effets négatifs du produit. Donc, une aberration complète, ce serait de dire que des cigarettes biologiques sont meilleures pour l'environnement. Quand on sait que même si les cigarettes, le tabac est produit de façon biologique, une cigarette, le tabac, ça nuit énormément à la santé publique et à la santé des individus qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment parler du moindre des deux mots, mais biologique ou non, une cigarette, c'est néfaste. Ou parler d'insecticides verts, à moins que ce soit un produit qui utilise d'autres insectes pour se débarrasser des insectes nuisibles. Si on parle d'un insecticide, surtout s'il est chimique, qu'il soit vert ou non, c'est contraire aux valeurs environnementales. Un autre des péchés, mais c'est vraiment de mentir éhontément. Ça veut dire mensonge éhonté, c'est mentir sans complexe sur son produit. Ça va arriver souvent, c'est-à-dire qu'on va exagérer les avantages d'un produit. Un exemple qu'on voit souvent, c'est lorsqu'il est question des performances énergétiques d'un produit, surtout dans le domaine de la construction ou de l'efficacité énergétique. Un exemple que je pourrais donner, c'est un vendeur de thermopompes qui va vanter les avantages et la performance énergétique et les économies de chauffage que les clients vont pouvoir profiter avec son installation quand, dans le fond, il n'y a pas eu de vraie vérification ou qu'il y a énormément de facteurs qui doivent être pris en compte pour être capable de vraiment prédire la performance énergétique puis les avantages d'un produit. Donc, c'est vraiment dire, c'est faire le bonimenteur, mentir sans complexe sur les qualités environnementales d'un produit. Donc, ça va être la prochaine, mais ce qu'il faut retenir du greenwashing puis de ses conséquences, c'est qu'il contribue à ce qu'on appelle l'éco-confusion et à l'éco-scepticisme dans l'esprit des consommateurs. Donc, ils ont de plus en plus du mal à distinguer le vrai du faux. Les consommateurs sont ainsi de plus en plus nombreux à devenir méfiants vis-à-vis les produits présentés comme respectueux de l'environnement. En fait, ce que ça fait aussi, c'est que ça pénalise les entreprises qui font des réels efforts dans ce domaine-là. Donc, tous ensemble, en tant qu'entrepreneurs et professionnels, c'est vraiment important de combattre le greenwashing, puis vous, de vous positionner véritablement comme une entreprise éco-responsable. Donc, l'autre élément, c'est faire des promesses environnementales qui ne tiennent pas compte de l'ensemble de l'impact d'un produit. Aujourd'hui, la tendance verte inspire vraiment le développement de produits et de services innovateurs qui permettent d'accroître la satisfaction des consommateurs et l'image de marque d'une entreprise. Donc, de plus en plus, une stratégie marketing qui tient compte du cycle de vie complet d'un produit est maintenant nécessaire. Donc, la pensée cycle de vie, en fait, ça correspond à un concept
de production et de consommation, elle vise la prise en compte des relations environnementales, économiques et sociales propres à un produit ou à un service pendant tout son cycle de vie, c'est-à-dire du berceau au tombeau du produit. Donc, le cycle de vie d'un produit, ça inclut tout ce qui concerne l'extraction et la transformation des matières premières, la fabrication en tant que telle du produit, son emballage, puis sa distribution, donc comment il est transporté, comment il part de son usine de fabrication pour se rendre chez les détaillants pour ensuite se rendre chez le consommateur. Comment l'utilisateur, lui, le consommateur qui achète le produit ou le service, l'utilise, puis comment il peut ou non avoir un impact négatif sur l'environnement par sa façon de l'utiliser. Et finalement, la fin de vie du produit, c'est-à-dire comment on va en disposer, comment on va pouvoir encore mieux le recycler, le réutiliser pour en faire un produit post-consommation, donc qui va permettre de réutiliser les ressources qui ont été extraites au départ lors de la première transformation des matières premières dans le produit ou le service qu'on va utiliser. Donc, la gestion du cycle de vie, ou en anglais on appelle ça le Life Cycle Management, c'est une approche intégrée qui permet de mesurer et de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, l'économie et la société sur tout le cycle de vie d'un produit, d'un procédé ou d'un service. Un autre élément, le point numéro 3, c'est ne pas être en mesure de séduire les clients les plus écolos. Les clients que moi j'appelle les super verts, ce sont les clients les plus écologiques, ils représentent environ 16% des consommateurs canadiens. Ça veut dire l'ensemble des consommateurs qui sont en âge d'acheter des produits. Donc, on parle généralement des gens de 18 ans et plus. Donc, comme on les voit, mais ce sont des consommateurs qui sont socialement responsables. Ils sont motivés par la protection de l'environnement et ils sont aussi d'avides utilisateurs de produits bio, écologiques et durables. Ces consommateurs s'engagent dans des actions concrètes pour préserver leur santé, celle de la planète. Ils ont aussi à cœur de sensibiliser et de mobiliser les gens autour d'eux à les suivre. Ils sont les premiers à vouloir adopter des nouveaux produits verts et ils sont souvent prêts à payer un petit peu plus pour être en accord avec leurs valeurs. Ce qu'il faut retenir de ces consommateurs-là, les super verts, c'est qu'ils ont vraiment un rôle crucial à jouer pour développer l'intérêt et surtout la loyauté envers un nouveau produit ou un nouveau service éco-responsable. Par contre, ce sont aussi les consommateurs les plus vigilants et les plus exigeants pour tout ce qui touche le greenwashing. Donc, une opinion négative et des critiques défavorables de la part des super verts de ce type de consommateurs-là pourraient vraiment avoir des effets dévastateurs sur votre campagne de promotion ou sur votre réputation. Aujourd'hui, les gens se basent beaucoup sur leur réseau personnel, sur les réseaux sociaux, sur les critiques qu'on retrouve sur les différents forums et aussi sur les commentaires, les critiques, les analyses des organismes pro-environnementaux pour faire leur choix sur un produit. Donc, souvent, les campagnes de boycott, les campagnes qu'on pourrait appeler de salissage ou alors de dénigrement d'une entreprise vont partir souvent de ces consommateurs les plus sensibles à la cause environnementale qui vont rapidement dénoncer les gens qui abusent des arguments verts ou abusent de leur positionnement environnemental. Donc, votre succès va vraiment dépendre de votre capacité à faire des alliés et même des super fans de ces consommateurs super écolos. Quatrième point, c'est vraiment de croire à tort que le vert vend, alors que ce sont surtout les produits eux-mêmes qui font avancer les entreprises. Donc, si vous croyez qu'il est possible de charger le gros prix pour vos produits et vos services qui sont dits verts et que tous les consommateurs seront prêts à ouvrir leur portefeuille pour sauver la planète, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça n'arrivera pas. En fait, ce type d'approche, ça ne fonctionne pas auprès de la majorité des consommateurs. Et surtout, les consommateurs ne sont pas prêts à sacrifier la qualité d'un produit supposément vert par rapport à son prix ou par rapport à tout autre élément du produit. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils choisissent les produits verts parce qu'ils vont
protéger leur santé, parce qu'ils vont leur faire épargner de l'argent ou parce qu'ils fonctionnent tout simplement mieux, pas nécessairement pour sauver la planète. Les nouveaux produits verts présentent aujourd'hui des nouveaux concepts et des nouvelles approches à un problème. Donc, il n'est plus possible de rendre uniquement un produit que vous avez, qui existait déjà, juste plus vert. Il faut vraiment penser innovation. Un produit tire sa valeur de sa qualité utile et du service réel qu'il rend au consommateur. Donc, la simplicité des produits, c'est vraiment ce qui va être le plus apprécié. Tout ce qui s'appelle superflu, gadget, ça n'a plus vraiment la cote. Donc, voilà. Par contre, il existe deux créneaux pour lesquels les consommateurs vont être prêts à payer davantage qu'un produit conventionnel pour ses qualités environnementales. Il y a les consommateurs les plus engagés pour l'environnement, qu'on parle les super verts environ, là, qui représentent 16% du marché, qui vont être prêts à payer davantage, pas tant que ça, mais un peu plus, en se risquant les premiers à essayer des produits ou des services verts innovateurs. Comme je disais plus tôt, c'est important d'être en mesure de séduire et de mettre de son côté les clients les plus écolos, parce que c'est eux qui vont être vos premiers ambassadeurs. Donc, c'est vraiment eux qui vont être prêts à se risquer les premiers à essayer les produits et les services verts innovateurs. Aussi, il existe un marché très prometteur et qui a le potentiel d'être très lucratif pour les entreprises qui vont développer des produits verts qu'on appelle premium ou de luxe, avec une valeur ajoutée, donc qui sont plus beaux, plus goûteux, plus santé et plus luxueux. Alors, on pourrait parler à ce moment-là d'épiceries fines qui vendraient des produits alimentaires qui sont d'une extrême qualité, qui sont vraiment très goûteux, très recherchés, puis donc qui vont vraiment rentrer dans la catégorie premium de luxe. Donc à ce moment-là, c'est pas juste l'argument vert qui va permettre de pouvoir vendre ces produits-là plus cher, ça va être vraiment leur qualité, les avantages qu'ils vont pouvoir amener en termes de statut social pour les gens qui vont les adopter et qui vont être, c'est ça, plus beaux, plus goûteux et plus santé. Donc voilà pour ce qui est de la quatrième raison qui peut amener vos campagnes de promotion éco-responsables à échouer. Maintenant, la dernière, qui est quand même importante, c'est ne pas arriver à trouver l'équilibre entre la mission environnementale de son entreprise et ses objectifs d'affaires. On peut le voir, ça arrive souvent chez les petites comme les grandes entreprises. Lorsque ça va mal, comme par exemple lors de la crise de 2008, où les entreprises se sont retrouvées en grosses difficultés financières, les engagements environnementaux vont avoir tendance à prendre le bord au profit des objectifs plus concrets d'affaires et de rentabilité. Mais quand on veut se positionner et être crédible et surtout développer sur le long terme pour que son entreprise reste pérenne année après année, mais c'est important de vraiment prendre en conséquence tout ça et d'être en mesure de trouver vraiment l'équilibre juste entre la mission environnementale de son entreprise et ses objectifs d'affaires. Puis je pourrais même vous dire, lorsque vous serez penché sur les questions soulevées par les 4 points précédents, alors vous pouvez vraiment communiquer votre engagement pour l'environnement sans risque d'être accusé de greenwashing. Même, je dirais, vous devriez communiquer votre engagement pour l'environnement non seulement avec vos clients, mais aussi avec toutes les parties prenantes de votre organisation. À ce moment-là, je parle de vos fournisseurs, de vos employés, des cadres supérieurs de votre organisation si vous en avez, de vos partenaires et des membres de la communauté où votre organisation ou votre entreprise est implantée. Les entreprises qui vont avoir intégré des missions sociales et environnementales fortes, ce sont celles qui vont obtenir la reconnaissance de leurs clients et de leurs partenaires pour la crédibilité de leur engagement au fil du temps. Cette reconnaissance, en fait, elle va se traduire par une prise de conscience de la part de vos clients et de vos partenaires, par une image de marque rehaussée, puis ensuite, en fin de compte, en une communauté de consommateurs passionnés par votre entreprise et par ses produits. Donc,
Du marketing à la publicité, de la communication corporative aux campagnes publiques de sensibilisation, vraiment les messages du développement durable s'incarnent de plus en plus dans les pratiques et s'affirment dans nos sociétés aujourd'hui. Le marketing vert, ça fait l'objet d'une réflexion pour plusieurs entrepreneurs, pour plusieurs entreprises, mais aussi il s'agit d'un apprentissage pour les professionnels du marketing et de la publicité et de la communication. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses, puis une nouvelle façon d'approcher les consommateurs. Le développement durable exprime les enjeux auxquels nous allons tous devoir répondre et où on va devoir réfléchir à nos modes de production et de consommation pour qu'elles soient plus responsables dans une société globalement qui va être plus respectueuse des individus et de l'environnement. Donc voilà, ça conclut la première leçon d'une série de 4 dans le cadre des formations du programme de formation Mon plan marketing vert. Très bientôt, vous allez recevoir dans votre boîte courriel la leçon numéro 2 qui va être mise en ligne très rapidement, dans laquelle on va parler des 3 catégories de consommateurs que vous devez absolument savoir rejoindre pour faire passer vos messages. On va les voir en détail, puis surtout voir comment on peut les influencer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, j'espère que cette première vidéo de formation vous aura éclairé sur certains enjeux du marketing des produits et services éco-responsables. Lors de la prochaine leçon, je vais aborder la question du marché à cibler, comme je disais, pour vos produits et vos services éco-responsables. Et avant de vous quitter, j'ai une petite faveur à vous demander. Il s'agit de 2 courtes questions que j'aimerais vous poser et qui vont m'aider, moi, à améliorer le programme de formation Mon plan marketing vert qui vous sera dévoilé dans quelques jours. La première question, elle est très simple. Comment vivez-vous votre vie d'entrepreneur ou de professionnel qui veut laisser sa marque? Et deuxième, qu'est-ce qui vous manque ou vous freine pour réussir vos projets en tant qu'entrepreneur? Donc, vous avez qu'à remplir dans la section commentaires et questions que vous allez trouver juste en bas de la vidéo. Donc, me donnez vos réponses, répondre aux 2 questions, ça va énormément m'aider. Puis, je vous remercie énormément d'avance et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt pour une autre série de leçons dans le cadre du programme Mon plan marketing vert. C'était Jean-Philippe Vézina, qui est le directeur de Conseil Mauvaises Actions et votre coach et formateur pour les prochains jours. À très bientôt. Au revoir.